Malgré l'arrivée du printemps, Bonneval-sur-Arc n'en a pas fini avec la neige. Celle-ci, qui s'est accumulée jusqu'à 3 mètres d'épaisseur sur certains toits, commence à faire céder les bâtisses les plus fragiles. On est dans des années un peu records d'enneigement. C'est vrai qu'on a eu énormément de neige cette année, notamment au mois de janvier. De la neige qui était relativement douce, ce qui fait que petit à petit, l'accumulation sur les toitures, pour les maisons qui ont un peu de fragilité, elles s'affaissent et elles ont des gros problèmes de fissuration. Et il y en a une qui vient de s'affaisser. Alors, je ne dirais pas qu'on s'y attendait, mais on voyait quand même qu'il y avait un peu de fragilité. Donc, les gens qui sont sur place, qui habitent les maisons, ont déchargé un petit peu les toitures. Et malheureusement, là où les habitants n'y sont pas du tout, ce qui est le cas, parce que les gens viennent que l'été dans cette maison, elle est partie un peu, je dirais pas en abandon, mais personne s'en est occupé sérieusement. Le bruit de l'effondrement a réveillé les habitants qui dormaient aux alentours. Il était 4h moins 20 et on a entendu un bruit sourd d'ailleurs, pas un bruit important, un bruit sourd. Et on savait, parce qu'on s'y attendait, que c'était la maison qui tombait. Et compte tenu qu'il y avait pas que des cailloux, il y avait aussi beaucoup de neige sur le toit, ça assourdit le bruit et ça n'a pas été un bruit phénoménal, c'était un bruit assourdissant un peu, et puis voilà. Pour pallier au risque d'effondrement, le charpentier du village s'est désormais transformé en déneigeur pour soulager les toitures qui sont pourtant déjà renforcées. Oui, les bois, on les met assez serrés justement pour que ça supporte la neige. Les pannes qui sont en travers, elles sont rapprochées maximum. Mais oui, malgré ça risque de plier. Malgré ça, oui, les monticules de neige. Que ce soit dans les archives ou de mémoire d'hommes, on ne retrouve pas de précédent avec des cumuls de neige aussi importants. À la fabrique du ski, chaque skieur trouve ski à son pied. L'entreprise, créée en 2014 par Christian Allary, conçoit et fabrique des skis ici à Saint-Pierre-de-Chartreuse. Aujourd'hui, la fabrique du ski, c'est une douzaine de modèles. Dans le marché même du ski, on a voulu toucher toute typologie de skieurs indifféremment. Freestyle, freeride, piste, course, randonnée. Et c'était quelque chose qui était important pour nous, de ne pas spécifier notre clientèle ou d'avoir une image qui soit trop associée à un type de pratique ou à un autre. On voulait rester généraliste. C'est parce que c'est vraiment ce qui nous botte et ce qui nous motive d'être capable de toucher tout le monde et toute typologie de skieurs. Détourage, ponçage, polissage, affûtage, presque tout est fait sur place dans cet atelier de 300 mètres carrés. La fabrique du ski peut s'aligner face aux grandes marques sans rougir. Gage de qualité, les exploits de la double médaillée olympique Marie Martineau. Marie avait été lâchée par ses sponsors à l'été 2016, et elle voulait une petite marque. On lui a fait une paire, un modèle dédié, elle l'a skié à Tignes et c'était parti comme ça dès le début d'automne 2016. Et cette année, vice-championne olympique, donc un coup de projecteur sur la fabrique qui était énorme parce que c'est une nana super chouette et elle a vraiment joué le jeu, elle a vraiment mis en valeur son équipementier, c'est-à-dire nous, et ça c'était vraiment cool. La fabrique du ski base son modèle économique sur la vente directe à la fabrique ou par Internet. Un choix qui permet de produire en France mais qui limite en termes de volume. Formidable, j'ai presque tous ses livres, alors ça me faisait plaisir de le rencontrer quand même. Je lui ai dit que j'ai lu tous ses livres, il m'a dit thank you. Je le pensais pas aussi vieux, non je rigole, c'est pas vrai. Ses fans l'attendaient et ils n'ont pas été déçus. Le roi du thriller Harlan Coben était présent à Lyon ce week-end au festival Quai du Polar pour présenter son nouveau livre Sans défense. Conférences et séances de dédicaces étaient au programme pour le romancier américain dans une ambiance qu'il affectionne particulièrement. C'est fantastique de rencontrer les lecteurs et les Lyonnais. On peut sentir ici beaucoup d'ardeur, beaucoup d'énergie. C'est vraiment une ville formidable. Les lecteurs ici sont de vrais passionnés et je prends beaucoup de plaisir à les rencontrer. Avec près de 70 millions de livres vendus à travers le monde, Harlan Coben ne compte plus ses best-sellers. On a donc profité de sa visite à Lyon pour lui demander ses secrets pour faire un bon polar. Un bon polar doit avoir à la fois de bons personnages et une bonne histoire. Ça doit être le livre que tu prends le soir avant de t'endormir en te disant que tu vas lire 25 minutes mais qu'en fait tu te réveilles le matin les yeux embués parce que tu n'as pas pu le poser. Chaque page, chaque paragraphe, chaque phrase, chaque mot, je me demande toujours si je suis suffisamment convaincant, si cela va permettre de faire avancer l'intrigue ou si c'est ce que le lecteur attend de lire. Et si ça ne l'est pas, alors je dois le changer. Sa venue a en tout cas contribué à la bonne santé du festival qui a accueilli ce week-end près de 90 000 visiteurs. Voici
Antoun, May et Tania. 3 gros bébés de 16 mois pesant chacun plus de 100 kilos. Ils prennent encore leur marque dans cet enclos qu'ils occupent depuis 15 jours, depuis qu'ils sont visibles au public. Elle est en colère contre moi, alors qu'elle ne disait rien à ces messieurs-dames, parce qu'elle ne connaît pas ces messieurs-dames et qu'elle n'a pas de réaction par rapport à eux. Alors que nous, eh bien, pour l'instant, ils réagissent parce que nous les dérangeons, parce que nous les obligeons à rentrer la nuit. Pierre Tivillon a dû faire preuve de beaucoup de patience. Son association a recueilli les bébés tigres en juillet dernier. Ils venaient de passer 10 jours enfermés dans des caisses au Liban. Depuis, ils se sont refait une santé au refuge de Tonga. Les débuts ont été difficiles. Je crois qu'il faut à ces animaux un certain temps d'adaptation. Là-haut, sur Tonga, le premier mois, ils nous ont fait la gueule, il n'y avait rien à en faire. Puis au bout d'un mois, ils ont commencé à s'approcher de leur animalier qui s'en occupait quotidiennement. Moi qui ne veux pas les voir tous les jours, eh bien, j'ai eu un peu plus dû attendre un peu plus longtemps. Et puis un jour, je suis venu, je leur ai fait des petits froufrous. Vous savez, quand on va vers les tigres, on leur parle, on leur fait... Et ils nous répondent comme ça. Donc ils nous répondent, ça veut dire ça va, on devient copains. Et puis ils viennent se frotter à la grille, on peut les caresser, etc. Accrochée au grillage de l'enclos, une pancarte raconte aux visiteurs l'histoire des fauves. Tonga sauve chaque année de nombreux animaux. En 2017, 8 fauves ont été placés dans des zoos de France après leur séjour au refuge de l'association. Dans quelques mois, Antoun, May et Tania pèseront plus de 200 kilos. Comme lui, par exemple, c'est un bouc qui est bien crawlé, qui est très homogène. Alors, c'est-à-dire que d'ici jusqu'à la queue, il va avoir le même style de laine, en fait. Depuis 6 ans, Sandra s'est reconvertie dans l'élevage de chèvres angora. Une activité originale puisque seulement 5 éleveurs sont spécialisés dans toute l'Auvergne. Les chèvres angora originaires du Cachemire et du Tibet ont été introduites en Turquie pour leur laine et depuis une quarantaine d'années en France. Cette laine, c'est le mohair, une fibre naturelle, légère et isolante qui sert à la fabrication de pièces textiles de luxe. Pour Sandra, ancienne éleveuse lait et viande, cette reconversion est vite devenue une passion. Une passion qu'elle partage avec son mari et sa fille, qui l'aident sur l'exploitation, mais pas que. Quand j'ai commencé l'élevage, je voulais vraiment faire des marchés. C'était comme ça que j'avais prévu mon truc. Mais en fait, j'ai beaucoup de gens qui ont voulu venir voir les chèvres, qui m'achetaient quelque chose et qui me disaient « Moi, je voudrais bien venir voir vos chèvres ». Donc, je leur ai dit oui. Et puis, le premier été, en fait, j'ai été un peu débordée de monde. Mais j'étais pas organisée, rien. Et donc, surtout l'hiver, je me suis dit non, il faut vraiment que je fasse quelque chose parce qu'en fait, les gens ont envie de venir et moi, j'adore les accueillir ici. Je ne m'étais pas rendu compte à quel point c'était super sympa de pouvoir vendre un produit, mais de leur expliquer vraiment d'où ça venait, comment c'était fait. Et je pense que c'est venu à moi tout seul. En fait, j'ai pas vraiment décidé. Elle organise donc des visites pour faire découvrir ses produits et partager son expérience professionnelle. Scolaires et touristes sont invités dans les enclos pour découvrir ces chèvres très douces et très curieuses aussi. C'est orthographe. Ah, alors c'est ma fille qui les nomme. Alors dans ce sens, vous êtes peut-être plus à l'aise dans celui-là ? Dans celui-là. Aujourd'hui, Sandra attend une labellisation pour les visites du public à mobilité réduite. Un public qui apprécie cette activité ludique où le contact avec les animaux plaît beaucoup. Eux, ils ont les oreilles bien droites et bien pointues. Et les angoras, ils ont tous les oreilles qui tombent. Ils ont les oreilles pendantes. J'ai trouvé ça très intéressant, autant pour moi que ma collègue et pour la personne qui est venue, avec qui j'avais un accompagnement. Parce que je pense que ça l'a vraiment épanoui, le fait de pouvoir toucher les animaux, de pouvoir parler, c'était très intéressant. Grâce à ces visites, Sandra a pu équilibrer son exploitation en partageant son métier, sa passion, malgré le coût souvent élevé de ce produit d'exception, le mohair de France. Pain en cuir enfilé, quelques morceaux de viande pour appâter l'animal. Et c'est à vous de faire voler les oiseaux. Ils sont venus en couple pour une initiation à la fauconnerie. Vincent et Sama ont reçu des instructions de base sur le dressage de ces prédateurs du ciel pendant toute la journée. Pour pouvoir ensuite porter à bout de bras cet aigle royal d'1 an, d'environ 4 kilos. Une manière de favoriser le contact entre les oiseaux et le public, ce qui plaît à cet apprenti fauconnier. Impressionnant, mais non, c'était cool, c'était sympa. Surtout l'échange entre nous deux, on n'avait pas fait ça ce matin. C'était sympa. Dans cette volerie du Forêt située à Marcilly-le-Châtel, en plein cœur du château Sainte-Anne, Stéphane, le maître des lieux, côtoie au quotidien ces rapaces.
et souhaite faire partager son expérience avec une approche interactive mais aussi pédagogique. Il y a une méconnaissance de ces oiseaux-là, donc c'est plutôt intéressant d'avoir des gens qui viennent s'initier, en apprendre un peu plus. C'est un peu comme les gens, vous savez, qui sont phobiques des reptiles. Ils vont apprendre un peu, à savoir pourquoi ça fait ça, comment ça se déplace. C'est ainsi que communique Stéphane avec ses oiseaux. Une façon de les appeler. Mais ce jour-là, cet aigle royal restera perché. La faute au vent qui l'empêche de redescendre. Pour venir se mesurer à ces nombreux rapaces, la volerie du Forêt est ouverte pendant toutes les vacances scolaires. Et qui sait, vous pourrez vivre un tête-à-tête avec une buse, une chouette ou encore un aigle. Qui dit printemps dit tulipe. Cette fleur aux multiples couleurs est synonyme d'espoir. Et comme chaque année à la Tronche, le champ de fleurs est ouvert pendant 3 semaines pour l'opération 100 000 tulipes pour les enfants atteints du cancer. Cette année particulièrement, c'est la 30e édition au niveau national et il a été demandé à chaque club planteur de faire une action particulière sur une journée. Sachant que notre club est surtout orienté vers des actions pour les enfants, c'était de trouver une activité autour des enfants. Donc nous avons la chance d'avoir la petite fille de René Gauthier qui nous met ce champ gracieusement à disposition. C'est une cavalière émérite qui a choisi de nous offrir 3 spectacles équestres. Puis entre les spectacles, il y a des ateliers, les enfants apprennent à approcher les poneys, les brosser, leur tresser la queue. Voilà, il y a un petit côté ludique autour du poney. Ici, le principe est simple, une cagette, 10 €, 20 tulipes et une bonne action. Alors chaque année pour nous, les bénéfices de cette action vont au service du professeur Dominique Plantaz qui s'occupe du service pédiatrie du CHU et ce que l'on donne sert au service des enfants atteints de la maladie du cancer. Et une partie des bénéfices aussi va à l'association À chacun son Everest menée par Christine Jana à Chamonix. Et tout le monde y trouve son compte. C'est pas quelque chose de dur à faire, c'est quelque chose qui prend un quart d'heure et qui permet à une association de donner du bonheur aux enfants. C'est une maladie qui peut toucher tout le monde, que ce soit enfant, adulte, donc c'est important. On prend la tige tout en bas et après on la tire par le haut. Moi personnellement j'aime bien le rose et jaune, donc on associe toutes les couleurs qu'il y a. Et... il y en a pour tous les goûts, donc c'est pas mal. Le champ de tulipes de René Gauthier est ouvert jusqu'à fin avril de 10h à 19h, 7 jours sur 7. Embarquer dans l'univers d'Hugo Pratt, c'est la promesse de cette exposition événement du musée des Confluences. 700 mètres carrés consacrés à l'écrivain, créateur notamment de Corto Maltese. Hugo Pratt, c'est un créateur qui résonne énormément avec nos collections à nous, dont le moteur principal est l'émerveillement et la curiosité quand on parcourt ses albums. C'est ce qui est aussi un des moteurs du musée ici. Vous voyez la densité du parcours, on a tellement d'objets à montrer, tellement d'histoires à raconter que finalement ça s'est avéré assez vite très petit. Une centaine d'objets, pour l'essentiel issus des collections du musée, sont présentés ici, comme en écho au dessin d'Hugo Pratt, grand voyageur, passionné de culture amérindienne notamment. L'objet peut être soit parfaitement scientifiquement placé dans les univers que Hugo Pratt connaissait parfaitement, je pense en particulier au monde indien d'Amérique du Nord à la fin du XVIIIe siècle, où là les objets sont totalement contextualisés, sont vraiment dans l'histoire, sont comme un récit ethnographique. Et d'autres univers où l'objet sert très souvent de prétexte à une localisation. Au fil de la visite, on navigue d'un continent à un autre, d'une histoire à une autre aussi. L'œuvre d'Hugo Pratt est présente partout, que ce soit à travers ses reproductions géantes ou sur ses planches. 130 planches originales, fait plutôt exceptionnelles, réunies ici. Ligne d'horizon vous propose une véritable immersion dans un monde entre réel et imaginaire. Une exposition à découvrir jusqu'au 24 mars au musée des Confluences.